Alors, moi je suis Antoine Eren et donc je tiens une association qui s'appelle Random Bazar où on organise des événements à Paris et ailleurs autour de contrôleurs alternatifs, donc ce sera le sujet de la conférence. Est-ce que vous êtes déjà familier au moins du terme? Est-ce que vous savez ce que c'est? Qui a déjà entendu parler des contrôleurs alternatifs? Ok, c'est déjà pas trop mal. Donc les contrôleurs alternatifs, on a une petite difficulté encore pour les définir, parce que ça reste un milieu finalement au contour assez flou. C'est-à-dire on peut les définir comme étant une autre façon effectivement, voilà, de concevoir, d'appréhender les jeux vidéo. On peut avoir des jeux à contrôle alternatif qui ne seront pas forcément vidéo, justement, qui seront plus basés sur l'audio. C'est ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et donc ce sont finalement des jeux qui sont un petit peu à l'avant-garde et qui aident un petit peu à redéfinir les limites des jeux vidéo, à ramener une dimension un petit peu plus physique dans le jeu vidéo. Et ça, on va le voir à travers des exemples et à travers une petite classification qui vaut ce qu'elle vaut. On a encore très peu de littérature, très peu de théorie sur le sujet. Donc, de toute façon, si le milieu se met un petit peu à grandir, à évoluer, c'est les classifications qui seront amenées à bouger. Déjà, je pense qu'avec d'autres personnes qui parlent du jeu à contrôle alternatif, on ne sera pas forcément d'accord sur ce qu'on peut englober déjà dans le contrôleur alternatif, sur ce qui n'est pas du contrôleur alternatif, sur ce qui est du contrôleur alternatif. Donc voilà, là je vous propose un petit peu une classification un peu généraliste de ce qui peut exister pour vous présenter un petit peu les possibilités des jeux à contrôleur alternatif. Donc déjà, on a donc des détournements de jeux existants, comme Doom jouable au piano. Je vais vous montrer une petite vidéo. Tu l'as testé? Non, j'ai pas testé. Alors, comme vous pouvez le voir, les gens qui font du jeu à contrôle alternatif détestent faire des trailers, donc vous fiez pas à la qualité des trailers. La musique qui sort quand même. Voilà. C'est H-Doom, c'est H-Doom, c'est Hentai Doom, c'est trop bien. C'est les meilleurs de Est-ce que je vais réussir à revenir? Fais Alta. À côté, t'as le mec qui joue avec à Doom avec le grille-pain, c'est pas mal. Combien de toasts pour J'arrive pas. En fait, je sais pas pourquoi t'as la barre en haut qui est pas Alta. Fais F11 et F12. F11, F12. Yes. Ah, mais c'était pas. À droite de 100%. Yes. Ok, donc on a celui-là qui n'est pas le jeu à contrôle alternatif le plus sophistiqué. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu les bases de ce qu'on peut faire. Alors, tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Eh ben, je n'en ai aucune idée vu que je n'y ai pas joué. C'est sans doute, c'est possible que ce soit du Makimaki. Hein. Le Makimaki, j'expliquerai plus tard. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du Makimaki? C'est banal, justement, c'est banal. C'est donc ça prend en fait la forme d'une sorte de squelette de manette, connecté en USB et qui permet de connecter à cette manette tout ce qui peut être conductible et donc de faire finalement des jeux comme on vient de le dire, un piano avec des bananes. Si on a une application piano
Sur l'ordinateur, on peut brancher donc, avec des pinces crocodiles des bananes sur le Makimaki et donc faire fonctionner un piano avec ces bananes. Voilà. Et jouer à Dark Souls avec des bananes, exactement. Alors, exemple plus sophistiqué, le Super Ventilagone. Est-ce que déjà, qui a entendu, enfin, qui connaît Super Hexagone? Ok, pas tout le monde. Mais non, c'est son jeu préféré. Alors, Super Hexagone, c'est un jeu extrêmement nerveux qui est disponible sur mobile, où donc là, comme on va pouvoir le voir sur la vidéo, donc on a un hexagone, on doit donc tourner autour de cet hexagone central et éviter les barrières. Et les barrières, en fonction de la musique, vont de plus en plus vite et se déplacent au fur et à mesure. Et donc, on a un Argentin complètement fou qui a fait une version du Super Hexagone avec un ventilateur. Alors, donc là, l'utilisation, comme vous pouvez le voir, l'installation est un petit peu plus complexe. Donc déjà, ce n'est pas n'importe quel ventilateur. Vous ne pouvez pas faire ça avec le ventilateur de votre grand-mère. C'est vraiment des ventilateurs d'usine. Il faut juste pouvoir savoir la vitesse exacte à laquelle tourne le ventilateur pour synchroniser. Et avoir quelque chose de solide aussi, quoi. Avoir quelque chose de solide, parce qu'en plus, donc généralement, je développerai un petit peu plus tard, mais généralement, les jeux à contrôleur alternatif, c'est des jeux qui sont faits pour être exposés dans des festivals, des centres culturels, etc. Et donc, il faut qu'ils puissent être solides, être montrés de nombreuses fois, quoi. Et donc là, ça fonctionne en Arduino. Qui est familier du Arduino? Ok, ça fait pas mal aussi. Donc le Arduino, en gros, c'est le Makimaki en plus complexe. C'est-à-dire, c'est une carte qui vous permet aussi de connecter des appareils électroniques et qui vous permet à distance de contrôler donc, toutes sortes d'objets. Et la plupart des jeux à contrôleur alternatif sont faits, la plupart des jeux à contrôleur alternatif sophistiqués sont faits à partir d'Arduino. Généralement, le Makimaki est plutôt utilisé en jam, donc dans les cas où on n'a pas le temps vraiment de concevoir une installation sophistiquée. Et quand on a plus de temps ou quand on veut peaufiner son jeu à contrôleur alternatif après la jam, on va un peu plus utiliser le Arduino. Ensuite, donc dans mes petites classifications, on a aussi des détournements de contrôleurs existants. Donc justement, on parlait du casque à réalité virtuelle. On peut, avec les contrôleurs alternatifs, utiliser le casque VR de manière un petit peu originale. Je vais vous le montrer. Et on peut aussi utiliser des contrôleurs qui, on va dire, sont peut-être un petit peu été délaissés ou n'ont pas eu des jeux de grande qualité et essayer de les utiliser de manière un peu particulière. Ici, donc, on a le JS Just que je vous ferai tester plus tard si vous voulez bien, donc qui est jouable donc avec des PS Move. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un PS Move globalement? Ouais. J'y ai déjà joué.
T'as déjà joué au JS Just? D'accord. Donc le JS Just, alors c'est toujours assez compliqué à expliquer. Donc c'est jouable de 2 à 7. Et en gros, le PS Move s'apparente à une chandelle. Donc on doit un petit peu défendre son PS Move qui donc réagit au mouvement. Et en même temps, on doit attaquer les autres joueurs. On doit attaquer les autres joueurs pour les déstabiliser. Et tout ceci est rythmé donc par une musique de Bach, d'où le nom JS Just, Jean-Sébastien Just. Et donc le rythme est donné par l'évolution de la musique, c'est-à-dire quand la musique accélère, vous pouvez accélérer puisque le PS Move sera moins sensible, et quand elle décélère, et bien inversement, il va falloir aller très très lentement pour pouvoir jouer. Je vais vous montrer une petite vidéo parce que c'est toujours assez rigolo de voir les gens jouer, on a l'air très con quand on joue au JS Just. Il est très concentré sur sa position. Voilà. Donc, Die Gute Fabrik, c'est un studio danois. Alors, JS Just a plutôt été développé par donc un New-Yorkais qui fait partie de cette équipe, qui a fait d'ailleurs toute une thèse. Si vous voulez le lien, je pourrais vous l'envoyer, sur donc le JS Just. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le JS Just, parce que c'est quand même parmi les contrôleurs alternatifs, ça reste vraiment l'une des stars, quoi. C'est-à-dire, il a été commercialisé. Bon, il faut pouvoir avoir les PS Move, mais il a été commercialisé donc au sein donc du bundle SportsFriend, et donc il est jouable sur PS3 et sur Mac, pas sur Windows. Et voilà. Eh oui. Petite question? Non, rien. Est-ce que tu vas parler du jeu où les gens ils sont équipés avec des joysticks Atari, tu sais, avec juste le joystick et un bouton, et ils le portent comme un sac banane et tu dois essayer de toucher le bouton des autres joueurs avec ton joystick. Je vais pas parler de ça, non. Ça, j'y ai pas joué du coup, mais ça a l'air très très beau. Ouais, bah, Il était à le mec, je crois. il était à Amaze? Ouais, Ok. où il faut toucher le bouton de l'autre. Ouais, le bouton de l'autre avec son Ouais, je crois joystick. qu'il était le mec. Ah ouais. Quelle année, tu sais? Tu as bien entendu. Ouais, ouais. Non, tu joues C'est avec bien les garçons, des avec les filles, c'est ça. C'est bien des nerds qui vont inventer ça. Et donc, sur l'utilisation du casque VR Taphobos, donc un jeu très confortable, formidable, donc qui utilise un système de gameplay asymétrique. C'est-à-dire, on va avoir un joueur qui va donc être pas complètement fermé, mais qui va être plongé dans un cercueil avec un casque sur la tête et un micro. Et donc, lui, il sera à l'intérieur il sera lui-même à l'intérieur d'une pièce, d'un mausolée, et il va devoir indiquer à un autre joueur qui aura tout simplement une manette, qui devra donc naviguer dans ce tombeau pour essayer de trouver la personne enfermée. Voilà. Donc là, on a affaire à un jeu qui nécessite quand même un certain espace. Il faut déjà le cercueil. Voilà.
Mais je trouvais que c'était une manière finalement intéressante, même si ça reste peut-être un peu expérimental, une manière intéressante justement d'utiliser le casque de réalité virtuelle qui, de mon point de vue, n'a en soi qu'un intérêt limité. Ça. Mais du coup, Oui. le casque VR pour toi n'est pas un contrôleur alternatif, c'est un contrôleur classique. Bah, il devient un contrôleur classique. Alors là, c'est tout le problème justement de la définition. Est-ce qu'on peut toujours considérer le casque de réalité virtuelle comme un contrôleur alternatif ou non? Taphobos, c'est un jeu qui date déjà qui a été présenté à Amaze en 2015. Donc Amaze, donc festival berlinois de jeux vidéo indépendants qui présente aussi certains jeux à contrôleur alternatif. Du coup, en 2014-2015, on pouvait peut-être encore dire que le casque de réalité virtuelle était encore quelque chose d'alternatif et un peu caché puisqu'on était encore sur les prototypes. Maintenant qu'il a pénétré les foyers, est-ce qu'on peut encore parler de contrôleur alternatif? Voilà, c'est la question. Je ne considère pas qu'ils ont encore pénétré. Pour moi, ils ne les pénétreront pas, mais bon. Ça reste quelque chose d'assez exceptionnel et nécessitant une infrastructure assez complète. Donc, Oui, complètement. Bah, moi je vois, bon, on ne va pas parler 2 heures de la VR, moi je verrais plus justement la VR sur peut-être justement des espèces d'espaces, comme on pouvait avoir des espaces de salles de jeux en réseau. D'ailleurs ça se fait déjà, vous en avez une je crois à Toulouse d'ailleurs. Oui. Vous en avez une à Toulouse. Alors bon, de mon point de vue, ce qui serait le plus intéressant, ça serait de mêler justement des jeux à contrôleur des jeux VR avec d'autres jeux qui utiliseraient d'autres contrôleurs alternatifs. Mais pour l'instant, ça n'est pas la question. Je vais vous parler donc voilà d'une autre catégorie d'installation ludique. Ici qui nécessite comme Taphobos un certain espace, comme le Starpiercer. Donc vous avez l'un des développeurs ici présent, Arnaud Vollet. Je vais vous montrer. une référence à Snowpiercer. Comment? Est-ce qu'il y a une référence avec Snowpiercer? Non, franchement, quand on a trouvé le nom, on était bourré, il était 3h du matin. Ça cache le mythe, mais... C'était pendant une Game Jam donc à Tourcoing qui s'appelle la Zoo Machine, qui n'est plus, là c'était la dernière édition était en 2016, qui était un petit peu la Game Jam, à ma connaissance, l'une des seules Game Jam qui se concentrait sur le contrôle alternatif. Et donc, Starpiercer, un jeu époustouflant. Non, c'est vraiment génial. Alors, pour vous expliquer rapidement, Starpiercer, c'est un mélange de Space Team et du film Speed. C'est comme ça que le lead designer a présenté le jeu au tout départ, enfin a présenté le concept. Et donc ils ont abouti donc, sur cette machine fabuleuse. Pas du tout fait en carton, mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, on a ce magnifique caddie décoré de carton. On va avoir le conducteur du caddie qui est censé, qui incarne le capitaine d'un vaisseau spatial, qui va avoir donc un écran en face de lui. Un petit peu d'ailleurs à la manière aussi de Keep Talking and Nobody Explode, il va devoir donner des consignes à ses 2 coéquipiers qui seront donc des 2 côtés du caddie. Et des 2 côtés du caddie, on a donc différentes manettes qui ont été connectées. Et donc le capitaine du vaisseau, à chaque fois, donne des indications de couleur, de direction pour pouvoir entrer les bonnes commandes
et survivre dans l'espace intersidéral avec ce magnifique caddie. Et donc deuxième contrainte, celle donc inspirée par le film Speed, qui est d'aller le plus vite possible, de ne pas ralentir. Si on ralentit, eh ben, on a aussi perdu. Voilà. Si vous voulez un petit peu poser plus de questions techniques et sur la conception, vous avez Arnaud Mollet ici présent, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc le Star Piercer. Ensuite, un autre de mes chouchous, alors le flip paper. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du flip paper? Vous l'aviez vu au Stunfest en 2015? Ouais. Donc le flip paper, c'est une énorme borne d'arcade rétro-futuriste en résine qui donc, comme son nom l'indique, donc est un flipper qui vous permet, en dessinant en fait avec des feutres, de dessiner votre propre carte de flipper. Selon les couleurs utilisées, ça va vous donner des caractéristiques différentes. Vous la scannez dans la machine et vous pouvez jouer à votre carte. On va regarder le petit trailer. Esthétique 80s. C'est formidable. Non, on ne va pas se la remettre. Donc voilà, une machine assez formidable qui fonctionne avec tous les publics et qui, enfin vraiment, c'est assez intéressant justement en plus de voir comment les différents joueurs finalement vont se réapproprier la machine. Si vous êtes un petit peu plus tendance artiste, vous allez essayer de faire les dessins les plus complexes et les plus beaux possibles, ça ne sera pas forcément jouable. Par contre, si vous êtes plus gamer, notamment c'est quasiment toujours le cas avec les enfants, les enfants essaient de faire les maps pour pour obtenir le plus de points possible, quoi, pour les arranger eux-mêmes. Et c'est assez rigolo à chaque fois de voir les différentes méthodes. Ensuite, on a ce que j'appelle des jeux performance. Alors, on est aussi généralement sur des jeux assez volumineux qui vont demander pas mal d'espace, qui sont assez particuliers, qui, je pense, représentent la catégorie la plus minoritaire des jeux à contrôleur alternatif. On a donc, par exemple, le Keyboard Mandala. Donc pareil, qui est jouable à deux. Et donc, comme Taphobos, c'est du gameplay asymétrique. On va avoir un joueur à la manette classique qui va donc se déplacer dans un désert et ce désert va être peuplé d'objets de types différents, d'objets, de petits extraterrestres volants, de cactus, etc. par un autre joueur qui contrôlera un clavier MIDI. Je vais vous montrer une petite vidéo.
et toutes les touches du clavier MIDI sont utilisables. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment, une découverte du gameplay au fur et à mesure qui est assez intéressante. On a la possibilité aussi de modifier voilà, les teintes, les couleurs du ciel, du jeu. Voilà. Alors, c'est aussi un jeu qui a été conçu donc, en Game Jam, qui a été conçu pendant l'ancêtre de la Zoo Machine, je pense que c'est l'édition 2013 Keyboard Mandala, lorsque ça s'appelait encore Art Game Weekend et que ça se déroulait à Paris. Quoi que je dis des bêtises, parce que là, ici, ici c'est à Lille, mais la Art Game Weekend de 2012 était à Paris. Et ce que je trouve d'assez intéressant avec ce jeu, même si ça reste un statut expérimental, c'est justement l'utilisation qui fait du clavier et l'animation finalement qu'on peut avoir avec ce jeu qui peut intéresser et intriguer des gens qui ne sont pas forcément joueurs, qui ne sont pas forcément familiers des jeux vidéo. Alors, autre jeu formidable, The Incredible Playable Show, qui est un jeu donc, anglais, qui est un conglomérat de petits jeux donc, qui ont été faits par le développeur, donc, de ce show. Donc, pour jouer à ça, généralement, enfin, ça se joue obligatoirement en festival et ça demande un certain espace. Généralement, oui, ça doit être à peu près une pièce de cette taille-là, voire plus grande. Pour vous expliquer un petit peu le principe, c'est une espèce de suite de mini-jeux. Au préalable, on va demander à chacun des joueurs d'enfiler un gilet. On va avoir plusieurs gilets de couleurs différentes. On va avoir, mettons, 5 bleus, 5 rouges, 5 verts, etc. Avec des codes barres. On va avoir un premier jeu qui va consister, donc toujours sur du gameplay asymétrique, à jouer à Sonic avec la voix. On va avoir donc un joueur qui va contrôler Sonic et on va avoir tout le public qui va devoir hurler « jump » pour faire sauter Sonic. Voilà. C'est un jeu qui fait vraiment appel au public. On va ensuite avoir d'autres jeux qui, cette fois, vont faire appel donc, à une machine pour les codes barres et qui vont faire appel justement aux différentes équipes, donc aux différents gilets de couleurs. À chaque fois, les équipes bleues, rouges, etc. vont être appelées. Et ça s'inspire aussi finalement de Keep Talking and Nobody Explode, dans le sens où on va avoir des indications à l'écran qui vont la plupart du temps être données par un ou plusieurs joueurs et qui vont devoir être suivies par les joueurs du public. Petite vidéo, que j'aime bien les petites vidéos. Alors là, ici, c'est l'un des mini-jeux, donc c'est un jeu basé sur l'univers des Power Rangers. À chaque fois, on va avoir un monstre qui va attaquer la ville. Les 4 joueurs portent des ceintures de pouvoir colorées, des ceintures customisées. Et donc à chaque fois, le 5e, donc le chef des Power Rangers, va devoir toucher les différentes ceintures. Et les différents joueurs portant les ceintures devront obéir à des contraintes plus stupides les unes que les autres affichées à l'écran.
Là, comme vous l'avez vu, c'était la Macarena. Parfois, ça va être de devoir se cacher, etc., etc. Ensuite, bon, je vous ai déjà un petit peu parlé des outils, je vous ai parlé un petit peu des outils principaux, donc, à savoir le Arduino et le Makimaki. C'est vraiment les outils qui sont principalement utilisés pour faire du jeu à contrôleur alternatif. Ça laisse quand même des centaines et des centaines de possibilités. Finalement, votre seule limite à chaque fois avec ces outils, ça reste l'imagination, le temps et les capacités. Ça fait pas mal de limites, mais c'est des limites. Avec Arduino et Makimaki? Non, en général, est-ce qu'il y aurait, par exemple, là je suis dans site 2, est-ce qu'il y en aurait d'autres qui pourraient Oui, apparaître? je vais vous en parler. Je vais vous en parler après. Le souci, enfin peut-être que le souci finalement avec les autres outils, c'est pour ça que je les appelle les outils secondaires, c'est que la plupart laissent moins de possibilités que le Arduino et le Makimaki. Là, jusqu'à maintenant, pas vraiment d'équivalent avec le Arduino et le Makimaki, à ma connaissance. Si vous en avez en tête, vous pouvez toujours les hurler. Donc on a ici des cubes Sifteo. Je vais vous montrer une petite vidéo. Si j'arrive. Non. Tu scrolles vers le bas, tu mets les deux doigts. Non. Bon. Sinon tu revois. Je fais le copier-coller. Non. Ah ouais. Alors là, je voulais vous montrer justement l'exemple d'un jeu qui a été conçu à partir des cubes Sifteo, qui a été fait par un collectif qui s'appelle One Life Remains, dont je vous parlerai, je vous présenterai un peu plus en détail un peu plus tard, qui sont un petit peu les papes du contrôleur alternatif, en France en tout cas, et donc qui ont développé donc Parapluie avec les cubes Sifteo. Voilà. Alors comme je vous disais, le léger souci par rapport justement à des outils comme Arduino et Makimaki, non, c'est que ça laisse moins de possibilités. On est quand même un petit peu plus prisonnier d'un concept. D'ailleurs, les cubes Sifteo sont pas énormément utilisés dans les game jams pour du contrôleur alternatif.
Bah, parce qu'on est limité, je pense qu'on est limité par les concepts proposés. On est limité par les concepts proposés, des outils comme les Makimaki, comme le Makimaki et le Arduino permettent de marier, de conjuguer tout un tas d'objets justement avec ces outils-là. Le cube-Syfteo, finalement, on en revient à quelque chose peut-être d'un poil plus classique au niveau du jeu vidéo, dans le sens où on est sur un écran, quoi. Il y a aussi une contrainte économique. C'est un coût. Le Syfteo, c'est là où c'est plus cher qu'un Arduino. Ouais. Enfin, ça dépend. Qu'est-ce que tu branches sur l'Arduino aussi? Oui, Mais mais à part- c'est des plus. On a vraiment très très peu de jeux. Je pense que la contrainte économique, c'est pas la seule, quoi. Ouais, mais ça coûte plus de 100 euros, je crois. Est-ce que c'est surtout utilisé comme contrôleur alternatif ou c'est d'autres utilités? Je crois pas, non. Ça a été utilisé pour des jeux. C'est des jeux qui ont été développés par la boîte qui ont créé les cubes Syfteo. Mais il me semble pas que ça ait d'autres utilités. On avait un groupe en première année qui avait fait un jeu Engine sur le Syfteo. D'accord, ouais. En quelle C'était année? 2012 du coup. Yes. Ouais, ok. C'était un projet, hein. Première année de l'Engine qui était Ouais. développé là-dessus. Je sais plus comment il s'appelle. Ça peut marquer. Si, il était bien en plus. Ouais, mais avec les projets de première engine, c'est qu'il y en a au moins 15 en C'est général. ça, il y en a beaucoup, ouais. Parce qu'avec Arduino, peut-être que j'en parlerai après la presse, mais il y en avait un qui était sympa sur lequel j'avais bossé à Engine. D'accord. Comment ça s'appelait? C'était Onomatofight. Onomatofight. C'est sur Shake That Button? Non, mais on avait, avec Arduino, il y avait deux Arduino, il y en avait un dans un gant. Et donc avec le gant, tu pouvais charger une attaque. Avec un autre Arduino qui regardait dans quelle direction tu chargeais l'attaque. Et donc on avait un écran, c'était un rail shooter en fait, avec un contrôleur alternatif. D'accord. Ok. Voilà. Un peu en mode Power Glove, quoi, comme ce que. Oui, je sais pas si PowerGraph pouvait faire ça si tu veux. Mais, du coup, si tu veux. Alors, le Living Orb, alors ça, c'est un outil qui est en train d'être développé donc par un collègue et ami, donc Jonathan Giroux, qui est voilà une étrange sphère couverte de LED. Donc, il a appelé Living Orb et donc il souhaite justement en faire véritablement un hardware et offrir la possibilité aux développeurs de créer des concepts à partir de cette jolie boule. Donc ici, on doit suivre la boule jaune, enfin le petit rond jaune, et on doit garder en fait le petit rond jaune face à soi en haut. Et donc là, ici, on a une sorte de labyrinthe dont on doit trouver la sortie. Il avait aussi conçu un autre jeu avec la Living Orb qui était, il l'avait appelé Falling LED, et il fallait très très vite en fait maintenir justement une des LED face à soi en haut pour ne pas perdre. Voilà. Donc c'est en cours de développement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on est encore un petit peu hors des écrans et finalement on s'échappe un petit peu des carcans habituels imposés par la majorité des jeux vidéo. Alors les problématiques, parce qu'évidemment il y en a des tonnes. Sinon ça ne serait pas drôle. Donc déjà la taille. La taille, comme je vous l'ai déjà dit, la plupart du temps, les jeux donc, à contrôle alternatif sont présentés de manière exceptionnelle pendant des événements ou dans des lieux qui évidemment ne sont
pas accessible pour tout le monde. Si je ne sais pas, si on a un centre culturel qui présente des contrôles alternatifs à Tokyo, pour des Français, c'est peut-être pas toujours facile d'y aller. Et du coup, finalement, on a des créateurs de jeux à contrôle alternatif qui ne vont pas forcément penser à ces contraintes de taille et qui vont faire l'objet le plus gros possible pour coller un petit peu à leur délire créatif. Ça a notamment donc été le cas pour Flip Paper qui essaye justement actuellement de résoudre un petit peu ce souci parce que le Flip Paper, ils essaient de faire tourner le jeu un petit peu dans le monde entier. Ils ont vendu une borne à Toronto. Et donc qui se balade en Amérique du Nord. Je ne sais pas si elle n'est pas à New York actuellement. Donc le souci, voilà, c'est une machine assez complexe à réaliser, assez chère surtout, qui demande énormément de temps. Donc pour pallier à ce problème et pour faire naviguer un petit peu leur jeu plus facilement, donc ils ont décidé de faire une autre version du Flip Paper qu'ils ont appelé Papertronics, que je vais vous montrer tout de suite. Alors bien évidemment, ils n'ont aucune vidéo. Le Papertronics, donc c'est en gros, par rapport au Flip Paper, c'est une version modulable du Game & Watch. Vous voyez un peu tous ce qu'est le Game & Watch. Ouais. Et donc ça permet en fait finalement de créer votre propre Game & Watch en dessinant un petit peu ce que vous voulez. Bon, évidemment, certains s'amusent à dessiner des pénis, hein, ça je ne vais pas vous le cacher. Et donc généralement, c'est jouable donc, sur une table. Donc on a ce pied bleu qui est accroché à un coin de la table et qui maintient un vidéoprojecteur. Et donc en apposant donc une feuille de papier sur la table, on a la possibilité, dans des contours donnés, de dessiner son propre Game & Watch. Comme le Flip Paper, on va scanner sa carte et on va pouvoir jouer avec sa carte. Donc c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile à transporter, c'est encore au stade expérimental, c'est pour ça qu'on n'a pas de vidéo directement. On va pouvoir trouver des gifs, mais des vraies vidéos propres, on ne peut pas encore les trouver, mais c'est en cours et c'est l'une des solutions finalement qui est apportée à ce problème de la taille. Ensuite, donc vivre des contrôleurs alternatifs, c'est l'autre problème. C'est d'ailleurs évidemment un problème qui se pose dans le cas du Flip Paper, puisque maintenant l'équipe qui développe ça, qui est donc menée par Jérémy Cortial, il est quasiment à temps plein finalement sur ce projet. Donc vivre des contrôleurs alternatifs, déjà, c'est peut-être aller barouder, comme je le dis ici, aller aux quatre coins du monde et présenter son projet, se faire finalement son propre réseau, qui ne sera pas forcément un réseau lié aux jeux vidéo, qui sera peut-être plus un réseau qui touchera justement un peu plus l'art contemporain ou les médiathèques et les centres culturels. En ce qui concerne l'art contemporain, justement, un collectif français comme One Life Remains s'ancre un petit peu plus dans ce carcan-là plutôt que celui du jeu vidéo. Forcément, ça paye mieux. Après, voilà, c'est du coup des codes différents. Ça demande aussi de faire des jeux un petit peu différents avec des notes d'intention, des choses dont on n'a pas forcément l'utilité dans des jeux vidéo, on va dire, plus classiques. On a ensuite la possibilité, alors ça ne fait
pas exactement vivre, mais ça permet quand même d'obtenir quelques cachets donc, dans des médiathèques et des centres culturels, notamment avec le collectif Alinéaire, donc des Français aussi, des Parisiens, qui font exclusivement du jeu à contrôleur alternatif. Je ne sais pas, est-ce que Alinéaire, ça dit quelque chose à quelqu'un? Pas du tout. Ouais. Pour l'instant, ils sont vraiment concentrés sur l'Île-de-France et sur des animations dans des médiathèques et dans des centres culturels parisiens et régionaux. Ils ont fait quelques animations à Nantes, mais voilà, ça a encore un petit peu de mal à s'exporter. Et donc, contre ça, en dehors de ça, en dehors de cette espèce d'artisanat et de ces jeux qui finalement sont limités par leur taille et leurs contraintes, on a une possibilité qui commence à poindre, donc c'est l'industrialisation de ces jeux à contrôleur alternatif qui, comme vous pouvez vous en douter, reste très complexe. Je vais vous montrer un bon exemple. Je vais vous montrer celui de Beast of Balance. Est-ce que vous avez entendu parler de Beast of Balance ? Non. Donc voilà, donc là on a plus, faut pas trop vous fier aux acteurs de la vidéo, c'est pas uniquement un jeu gentillet pour famille, machin, tout le monde peut s'amuser avec Beast of Balance. Voilà, c'est évidemment le public qui sera le plus à même à acheter ce jeu, qui doit être quand même entre 80 et 100 euros si je ne dis pas de bêtises, ça sera forcément les familles. Donc c'est un jeu, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne donc, avec une tablette et avec donc, des jouets, des figurines en plastique qui ont été donc, développées, créées, conçues en Chine. Personne n'est parfait. Et donc du coup, vous avez aussi pour poser donc, ces jouets en plastique, vous avez un socle sur lequel vous allez scanner les différents animaux. Et à l'écran vont apparaître progressivement un écosystème que vous allez créer en fonction de ce que vous posez sur le socle en plastique. Donc on a des tonnes de possibilités assez rigolotes. On a la possibilité de fusionner les animaux, on a la possibilité de les changer de la terre au ciel à la mer. Et lorsque toute votre construction s'effondre, eh bien c'est un petit peu la fin du monde, un volcan se réveille et vous avez quelques secondes pour refonder toute votre sculpture. Super simple. Voilà. Donc, jusque-là, je dirais que c'est l'un des rares exemples donc au niveau du contrôleur alternatif, à mon sens, qui a réussi un petit peu cette étape de l'industrialisation. Après, ce n'est pas forcément le but de toutes les personnes qui cherchent à développer du contrôle alternatif, aussi parce que c'est compliqué, il faut forcément un partenaire qui s'y connaisse un petit peu en business, qui puisse dialoguer avec les usines. Ça, c'est les choses, il me semble, en tant que développeur de jeux vidéo, dont on n'a pas vraiment l'habitude. Donc ça fait appel
Ça fait appel donc à des compétences bien particulières. Tu penses que si l'impression 3D se diffusait plus, ça pourrait aider à commercialiser des projets? Sans doute, oui. Sans doute. Sans doute. Après, le problème, on a aussi d'autres, forcément, on a d'autres contraintes. Mais ça, je pense, effectivement, c'est, à mon sens, plus des problèmes, on va dire, de milieu. C'est-à-dire, la plupart du temps, des personnes qui vont chercher à faire du contrôle alternatif, c'est des gens qui viennent du jeu vidéo classique, entre guillemets, hein. Living Orb, donc Jonathan Giroux travaille à Ubisoft par exemple, Robin, enfin d'autres personnes un petit peu emblématiques travaillaient aussi soit dans des gros studios, soit dans des studios indés. Et du coup, bah, c'est des connaissances en tant que développeur de jeux vidéo, en électronique, la connaissance des matériaux, les connaissances en mécanique qu'on n'a pas forcément. Alors je pense que pour résoudre ce problème-là, bah, évidemment il faut que le milieu du jeu à contrôle alternatif puisse se développer. Ça reste la première difficulté. Et ensuite, je pense la seconde étape qu'il va assez rapidement falloir franchir, c'est peut-être justement de toucher un petit peu le réseau hacker-maker, donc oui, ça rejoint ce que tu dis, et d'essayer finalement peut-être de marier les deux milieux. Parce que, à ma connaissance, vous pourriez me dire le contraire si vous avez d'autres arguments, mais il me semble que le milieu hacker-maker n'a pas forcément connaissance de ce qu'est un jeu. On va développer dans ces milieux des choses qui ne sont pas forcément interactives ou qui vont pas forcément être amusantes sur la longueur. On ne va pas forcément avoir, il me semble, des grandes connaissances dans ce milieu-là, dans le game design. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces milieux-là. C'est pas leur but. Effectivement, c'est pas une critique, hein, mais effectivement. Alors les atouts, bon, c'est à peu près ce que j'ai développé jusque-là. Je pense qu'à partir du moment où on participe de ce mouvement-là, bon, je sors les grands mots, hein, mais on fait un petit peu partie quand même d'une espèce d'avant-garde, en tout cas de jeux à tendance expérimentale. Donc, ça n'a pas forcément toujours fonctionné, mais on va quand même chercher finalement des innovations, des choses qui n'ont pas encore été découvertes, et ça reste quand même assez excitant à concevoir, il me semble, hein. Arnaud, j'imagine que c'est fun à concevoir. On va être dans du défrichage, finalement, quelque part, même si évidemment on a encore des jeux innovants qui sortent, que ce soit dans le AAA ou dans le jeu indépendant, il reste des choses évidemment à inventer avec des contrôleurs classiques. Là, sur le contrôleur alternatif, on est quand même face à un milieu où, il me semble, tout reste possible, quoi. Aussi, ça je l'ai vérifié, ça permet vraiment de toucher un large public. Parce qu'une manette, on n'en a pas forcément conscience, mais ça peut faire peur. Bon, vous l'avez peut-être expérimenté avec vos parents, vos grands-parents. Avec des manettes de Xbox ou autres, on va avoir quelque chose d'assez effrayant avec tout un tas de boutons. Là ici, puisqu'on va avoir des jeux avec des contrôleurs qui peuvent être des bols d'eau comme des bananes, comme n'importe quoi, potentiellement on va pouvoir toucher finalement des non-joueurs. Voilà. Mais ça resterait périodique. Enfin, c'est pas. Enfin, Pour l'instant. Enfin, la personne qui connaît le jeu vidéo par le biais, par exemple, d'une banane, ça reste très superficiel. Enfin, je sais pas comment ça peut se développer après, à part juste, à part le fait que c'est assez drôle, mais à part ça, s'il n'est pas intéressé par le jeu vidéo, ça va pas l'aider, quoi. Je pense qu'avec des jeux comme Beast of Balance, on peut avoir quand même un espèce de potentiel, même si on va peut-être avec Beast of Balance se rapprocher finalement du jouet. Du jeu de société, oui, complètement. On revient à vraiment quelque chose de physique. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions volumiques.
Les éditions volumiques, typiquement, si on a une définition, un minimum élargi du contrôleur alternatif, les éditions volumiques, quelque part, font du contrôleur alternatif, quoi. Et je sais qu'Étienne Mineur, c'est le patron des éditions volumiques, c'est quelqu'un qui est assez intéressé par tous ces phénomènes-là. Par exemple, tout ce qui est art contemporain, les gens qui sont dans l'art contemporain aiment beaucoup le contrôleur alternatif. Ça leur permet en fait de plonger dans le jeu vidéo sans en avoir en fait tous les stéréotypes. Ouais. Ça leur permet d'avoir une première approche et après, c'est aussi au travail des gens qui sont dans le milieu de casser après par le dialogue le préjugé qu'ont les personnes en dehors du milieu du jeu vidéo et leur dire, voyez, on peut faire aussi, c'est ça aussi le jeu vidéo. C'est une porte d'entrée nouvelle en fait pour tout ce qui est jeu vidéo. Ça peut être une porte d'entrée nouvelle, déjà. Une porte d'entrée que pas mal d'exemples que tu as cité, c'est beaucoup du jeu de société. Il y a beaucoup qui peuvent s'apparenter à du jeu de société qui sont connus par toutes les générations et qui seront connus par les générations qui suivent. Donc du coup, c'est ramener le côté électronique, le côté écran, le côté physique à ces gens-là qui, comme tu dis, une manette, c'est des boutons, c'est abstrait, ça fait peur, et il faut jouer avec un écran, et on n'a pas forcément envie de jouer à ce jeu-là. On a envie de jouer avec d'autres aussi sur le même support que nous. Ça peut être, je pense, une très bonne porte d'entrée pour l'intergénérationnel. C'est ça. Et comme je l'ai dit, après, effectivement, c'est vrai que même sur tous les concepts que j'ai présentés, effectivement, on peut un peu s'interroger sur les limites des concepts. On peut se demander si tous ces jeux ont une durée de vie assez longue et un intérêt sur la durée. Mais comme je l'ai dit aussi, c'est un milieu qui est vraiment sur l'expérimentation et justement, c'est aussi l'une des problématiques, c'est finalement comment faire un jeu à contrôleur alternatif assez complexe qui puisse être joué sur la longueur. Je voulais juste ajouter un petit truc pour rebondir sur ce que tu disais, c'est le propre du public non joueur, c'est qu'il est quand même un peu volatile et que effectivement le risque avec ce genre de projet c'est d'amuser plus de gens et peut-être moins longtemps. Je connais plein de gens par exemple qui sont amusés beaucoup sur la Wii pendant 5 minutes et puis en fait la plupart des profils joueurs finalement c'est autre chose. Les jeux sont connus sur la Wii. Oui bien sûr, mais si tu veux c'est pas forcément un public sur lequel on peut est-ce que c'est la faute du jeu? Pardon? Mais je pense que c'est plus la faute du jeu que du public, tu penses? Ouais. Est-ce que des jeux où tu restes 100 heures sur Wii? Ouais, mais ça, c'est à cause du motion gaming, plus qu'autre chose. C'est le fait que. C'est pas que tu peux pas être posé, tu peux pas être forcément être dans le canapé, tu n'as pas une bonne maniabilité, ça rend Ouais, les jeux de base de la Wii sont un peu nuls quand même. Voilà. C'est pas fou quoi. C'est vraiment pas fou quoi. Enfin. Non, après, d'une certaine manière, Nintendo, finalement, sont aussi à l'origine du contrôleur alternatif. J'évoquais le Power Glove tout à l'heure, ça donne aussi ces idées. Complètement. Mais ils ont été beaucoup plus récupérés par le phénomène d'arcade où en général c'est exactement. Où on s'y rend pour un événement spécial, on a envie d'y aller. Du coup je pense que le contrôle alternatif peut s'inscrire dans ce truc-là. Complètement. Exactement. Qui va s'inscrire dans ce truc-là, j'allais poser la question éventuellement. Mais au Japon, parce que les salles d'arcade à part au Japon, c'est pas ça existe encore. Mais du coup, chaque jeu de rythme a son contrôleur dédié dans les salles d'arcade japonaises. Effectivement. Oui, soit tu as les tambours, soit tu as le truc en cercle, soit tu as la grille de 4 par 7 boutons. Je connais pas les noms des jeux, tu vois, mais chaque jeu musical, tu as le Dance Revolution qui a son contrôleur aussi, etc. Ouais, complètement. Bon, je vais vous montrer un autre jeu quand même. Ouais. Là, tu m'as donné envie. On va terminer la conf, on peut en discuter après. Yes. Ouais. Je vais vous montrer le Line Wobbler, parce que justement, Robin Baumgarten, le concepteur du Line Wobbler, l'a fait naviguer au Japon. Et ça. Donc voilà. On a donc. Alors, tant qu'on n'a pas pris le Line Wobbler en main, c'est assez complexe à expliquer. Ouais, mais au niveau du gameplay, c'est génial. C'est très très bien fait. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah, d'accord, ok.
Oui, il devait être effectivement. Il était aussi à Indiecade Europe cette année. Il a tourné un petit peu partout. Et donc là, on a cette espèce de joystick hyper souple qui permet en fait de déplacer un petit personnage qui est représenté par cette petite LED. Et donc on est censé l'avancer et ça s'apparente vraiment à du dungeon crawler en une dimension. On a à chaque fois des ennemis, des obstacles et on va devoir apprendre, comprendre comment traverser ces obstacles. Et donc arrivé au bout de la LED, on termine le niveau, on recommence au départ et on a un nouveau niveau qui apparaît. Donc on a vraiment des notions de base, mais des notions bien développées, bien appliquées et intelligentes de game design dans ce jeu-là. Et oui, c'est vraiment un jeu à contrôleur alternatif qui marche généralement du feu de Dieu, qui n'est pas si compliqué à comprendre une fois qu'on le prend en main et qui est hyper intriguant, qui est très très visuel. Comme vous pouvez le voir là, avec cette présentation, comme on l'a dit, donc très art contemporain. Voilà. Et donc celui-ci avait bien fonctionné au Japon. Donc les événements, je vais conclure avec ça, rapidement. Les événements, il en existe encore très peu. Évidemment, la plupart des événements ne présentent pas uniquement du contrôle alternatif, par exemple la Maker Faire ou le Maze ou le Screen Shake à Anvers, donc en Belgique, qui est un espèce de mini Maze qui est excellent. Je vous invite vraiment à y aller, c'est de mieux en mieux. Cette année, c'était génial. Évidemment, on a mon association. On essayait justement de se concentrer sur des jeux à contrôle alternatif, donc avec le Random Bazar, ce qui reste évidemment très compliqué puisque ça reste une niche. Et comme je l'ai dit, on avait donc Lazoo Machine, grosse game jam de jeux à contrôle alternatif. Je crois qu'en 2016, c'était 80 personnes, qui développaient des jeux, qui venaient de l'Europe entière. On a aussi donc la Alt Control Game Jam qui est disséminée un petit peu partout dans le monde. On en a l'année dernière, on en avait 2-3 en Argentine. Moi, j'en ai organisé une à Paris. On en a plusieurs aux États-Unis, etc. Et surtout, ce qui peut être intéressant avec la Alt Control Game Jam, c'est que ça peut permettre d'être sélectionné pour la Alt Control GDC à San Francisco, où donc c'est une partie de la Game Developer Conference où sont exposés exclusivement du jeu à contrôleur alternatif. Voilà. Des questions, Très bien. Merci.